Donc, comme d'habitude, on aimerait que vous fermiez vos cellulaires tout le long de la conférence. Et aujourd'hui, notre conférence a été faite en partenariat avec l'École d'intelligence artificielle de la santé du CHUM. Donc, je vous présente sa conseillère en pédagogie, Marianne Tremblay, qui commence de ça. Bonjour, grand merci à Claudia pour ton invitation et merci à tout le monde pour votre présence. C'est vraiment chouette de vous voir si nombreux aujourd'hui. Comme elle a dit, je suis Marianne, je suis conseillère en pédagogie à l'École d'intelligence artificielle en santé du CHUM. Merci à Claudia de nous avoir approchés pour partager avec vous un sujet qui nous passionne, qui est la transformation du métier de la santé par l'IA. Et moi, aujourd'hui, je suis là juste pour faire un petit mot de bienvenue parce que aujourd'hui, on aborde avec vous les applications concrètes de l'IA en radiologie, tant d'un point de vue technique, de voir ce qui s'en vient au niveau de la technologie, mais aussi d'un point de vue d'impact sur l'expérience employée. On va voir comment ça s'est passé dans d'autres transformations semblables que celles que vous vivez en ce moment. Et je veux rappeler que notre conférence se veut interactive. Il y aura une période de questions à la fin des présentations. Et vous aurez remarqué qu'il y a un petit téléphone. Là, j'ai un collègue à moi qui filme. La conférence va être diffusée, mais la période de questions ne sera pas filmée pour nous permettre d'avoir une conversation plus ouverte et que vous ne soyez pas gênés de poser quelconque interrogation que vous avez. On ne va pas filmer la période de questions. Alors aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir deux experts pour nous parler de ces deux volets-là de la transformation. Notre premier conférencier à parler, je pense que vous le connaissez, c'est Dr. Anne Pang, radiologiste ici au CHUM et professeur titulaire à l'Université de Montréal. Et Dr. Pang sera suivi par Mélanie Trottier. Madame Trottier est professeure à l'UQAM, au département d'organisation et de ressources humaines, puis elle se spécialise en bien-être au travail et en intelligence artificielle. Donc, merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation et je cède la parole à Dr. Merci pour ma bien invitation. Merci à toutes et tous présents ici. J'ai le privilège de partager un sujet qui me tient à cœur et dans lequel je me suis impliqué au cours des dernières années. Donc, l'idée, c'est de faire un état des lieux de l'intelligence artificielle en radiologie, pour ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait dans notre département. Voici les déclarations d'intérêt. Au terme de ma présentation, voici les trois objectifs. On souhaite présenter des exemples d'application de l'IA sur une échelle de maturité technologique, présenter des scénarios d'utilisation de l'IA tant du côté de l'acquisition d'images pour les technologues que du côté d'interprétation d'images pour les radiologues, et en cours de route, on discutera de barrières à l'adoption clinique d'outils d'IA en médecine, en radiologie en particulier. Donc, tout d'abord, j'aime bien commencer par une de mes diapositives préférées, qui est la description de l'échelle de maturation technologique. Le terme original en anglais est Technology Readiness Level. On utilise souvent cette abréviation de TRL. C'est un concept qui a été développé par la NASA, initialement dans le cadre du développement du système de fusée spatiale. C'est une échelle sur 9 points qui décrit la maturité technologique en termes de recherche, de développement et de déploiement. Les premières étapes font référence aux principes premiers, ça peut être les concepts mathématiques, les concepts physiques ou informatiques. Et ça va tout en haut jusqu'à un produit fini qui peut amener des hommes, des femmes sur la Lune et amener préférablement vivants sur Terre. L'échelle est adoptée dans de multiples secteurs industriels. Je l'adapte librement ici dans le cadre de l'IA en radiologie. Tout d'abord, on a besoin de connaissances médicales et de concepts informatiques. On veut comprendre quelles sont les tâches précises dans le flux de travail qu'on souhaite automatiser, développer une preuve de concept, avoir des résultats préliminaires, des estimés de la performance de notre modèle, valider le modèle, s'assurer qu'il fonctionne sur des données d'autres hôpitaux, d'autres institutions, sur différentes populations, s'assurer qu'il y a un prototype fonctionnel, qui est opérationnel, qui est certifié, soit par Santé Canada, chez nous, ou par la Food and Drug Administration américaine, et s'assurer qu'il fonctionne sur les ordinateurs qu'on emploie au quotidien. De façon générale, je dirais qu'au cours des dernières années, on a avancé de quelques niveaux,
Et ce qu'on voit beaucoup, c'est des estimés de performance sur plusieurs hôpitaux. On voit également apparaître des logiciels au quotidien sur nos ordinateurs. Je me suis intéressé au sujet en tant que responsable du groupe de travail en intelligence artificielle de l'Association canadienne des radiologues. Depuis 2017, on a publié ou co-publié 7 livres blancs qui parlent des principes d'adoption, des enjeux éthiques, de l'identification des données. Et plus récemment, on parle surtout de validation, d'évaluation des logiciels disponibles commercialement, mais aussi de considérations pratiques pour l'utilisation. Je vous rassurerai en disant que lorsqu'on se compare nos homologues canadiens et américains, on se console parce qu'il y a plusieurs obstacles en cours de route. Avec mes collègues chercheurs, on a également publié des articles de nature éducationnelle sur les principes d'apprentissage profond, d'analyse d'image, ou encore sur les modèles de langage et texte, dont un qui vient d'être accepté dans les biographies. Je mentionne ça parce que certains des diapositives que je vais présenter aujourd'hui incluent des figures extraites de ces articles. Par exemple, l'article de William Tanguy, un de nos anciens résidents, qui inclut cette figure, illustrant les différentes étapes entre la prescription d'un examen par un médecin jusqu'au diagnostic, le compte rendu émis par le département de radiologie. On constate qu'à chaque étape, chaque flèche, il y a un potentiel de climatisation. Par exemple, après l'entrée d'une requête, dans certaines provinces canadiennes, il y a des logiciels d'aide à la décision clinique pour s'assurer de la pertinence puis du bon choix de modalité d'imagerie. Une fois que la requête est entrée, dans la littérature, il y a également des algorithmes qui sont proposés pour apparier un renseignement clinique, disons suivi de calcul, avec un protocole. Par exemple, Euroscan, faible dose, 6 patients inférieurs et plus jeunes que 35 ans. Lorsque les données sont acquises, il y a multiples types d'algorithmes qui peuvent être employés pour améliorer l'image, soit en termes de résolution, réduire les bruits dans l'image ou réduire les artefacts. Une fois les images disponibles sur le PACS, il y a des algorithmes de détection d'anomalies, de segmentation et de classification, dont je vais présenter des exemples. Dans certains systèmes de PACS, il y a des outils de triage pour détecter des urgences, par exemple des pneumothorax, des ACV, des ruptures d'anévrisme de l'art, de façon à ce qu'ils soient lus en début de liste plutôt qu'enfouis dans une longue liste d'examens. Les radiologiques, en texte libre, sont des fichiers électroniques qui peuvent être analysés par reconnaissance vocale ou la transcription automatique. En plus de ça, il existe maintenant des logiciels pour convertir une typologie en texte libre, en compte rendu structuré. Il y a même des outils pour générer des conclusions automatiques à partir de tout ce qu'on a dit pendant quelques minutes. Les images peuvent être analysées et maintenant on peut même prédire dans certains cas les risques de développer des complications et la probabilité de survie de patients dans quelques années. Donc, vous voyez, à travers toutes ces étapes, on peut décortiquer différents outils appliqués aux soins patients. Les logiciels peuvent fonctionner sur la station de travail, peuvent être intégrés dans le PACS, mais de plus en plus, on voit des logiciels qui sont intégrés dans les équipements, soit les appareils d'échographie, de scan, d'IRM ou de radiographie. On peut également concevoir des logiciels qui peuvent être distribués à l'échelle d'un système d'imagerie provinciale. Un concept important, c'est que l'automatisation n'est pas nécessairement absente ou présente. Il y a des degrés d'automatisation, tout comme on parle de degrés d'automatisation pour les voitures autonomes. Dans certains cas, le travail peut être principalement réalisé par l'humain, avec assistance par l'IA, ou encore principalement par l'IA, avec validation par l'humain. Et on peut imaginer que le niveau de responsabilité va varier en fonction du degré d'automatisation. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à l'IA? Principalement en raison de l'émergence du deep learning, traduit en français par apprentissage profond, qui est une forme d'algorithme qui est basée sur des réseaux de neurones. Les trois grands penseurs du deep learning sont Yann Lequin à New York, Yoshua Bengio, chercheur à l'Université de Montréal, et Jeff Hinton à l'Université de Toronto. Ils avaient déjà prédit en 2015 que les avancées conceptuelles en recherche en IA trouveraient des applications dans les 10 années qui suivraient. Et de fait, en radiologie,
on a noté une augmentation de la performance spectaculaire dans de multiples tâches. Détection d'anomalies sur les images, classification et segmentation, c'est-à-dire délimitation des anomalies. Le terme neurone artificielle fait référence à l'inspiration qui provient des neurones biologiques, où on a plusieurs axones qui sont connectés. Ici, le signal est assez important, il peut être transmis à d'autres neurones. C'est un outil mathématique qui peut être employé pour connecter différentes sources de données. À gauche, vous pouvez avoir l'information qui peut être des pixels dans une image, qui peut être du texte, et il y a de nombreuses couches de neurones. Dans ce diagramme simplifié, on a 4 couches, mais en réalité, il y a de nombreuses couches de neurones. Intuitivement, on constate que l'apprentissage profond fonctionne bien parce qu'il y a de nombreuses couches hiérarchiques, du plus simple au plus complexe, et que les informations numériques dans lesquelles on baigne sont également de nature hiérarchique. Par exemple, les images sont constituées de pixels, peuvent former des lignes, des contours ou des textures, donnent des motifs constituant des objets, par exemple des organes. Le texte constitué de lettres de l'alphabet, formant des mots, des clauses, des phrases, des histoires, etc. Donc, de gauche à droite, on a des niveaux d'abstraction de plus en plus complexes, et la prédiction à droite pourrait être une classe, par exemple, bénin, cancéreux, normal ou anormal. De nos jours, les réseaux de neurones sont très complexes, portent très bien leur nom de profond, parce qu'ils peuvent avoir des millions de paramètres. Ici, c'est une version, disons, simplifiée d'un algorithme de classification qui comporte de nombreuses couches avec des petites opérations mathématiques simples qui consistent à prendre des valeurs maximales, moyennes, ou encore calculer des probabilités. Pourquoi employer l'IA en médecine? Je vous donne un exemple qui explique intuitivement pourquoi on devrait avoir une combinaison des deux. Vous avez deux mammographies. Sur la première rangée, dans l'encadré, dans la boîte orange, on voit un petit cancer qui est correctement détecté par un logiciel d'IA, dans cette publication dans Nature, qui a été raté par 6 radiologues. Dans la rangée du bas, chez une autre patiente, on a un gros cancer identifié correctement par 6 radiologues, mais raté par l'IA. Donc, l'idée, c'est que les approches cognitives, le système optique, la façon d'approcher un problème par les humains et l'apprentissage par l'exemple, les réseaux de neurones profonds, des algorithmes, n'est pas identique. Les faux positifs et les faux négatifs peuvent varier. L'intuition fondamentale, c'est que la combinaison IA et humain offre une performance supérieure à l'IA seule ou l'humain seul. Maintenant, quels sont les scénarios d'utilisation clinique? Par choix tutoriel, j'ai débuté par 3 exemples qui proviennent, je vais sauter ça, je vais commencer par 3 exemples qui s'appliquent à l'acquisition d'images pertinentes pour les technologues en radiologie. Un exemple en échographie, un en scan, un en IR. En échographie, il y a de multiples algorithmes d'apprentissage qui ont été appliqués au premier trimestre, second, troisième trimestre et en échographie cardiaque. Pour prendre l'exemple de l'échographie obstétricale. Les images permettent la mesure automatique de la taille du sac gestationnel, reconnaître les structures, mesurer la clarté médicale. Au second et troisième trimestre, les mesures biométriques peuvent être faites pour la circonférence de la tête, le diamètre abdominal, mesure du fémur, l'humérus. On peut reconnaître les structures, par exemple le visage, le cervelet, la colonne vertébrale, puis annoter automatiquement les images. Les organes, les structures du l'œil. Il peut également y avoir une aide diagnostique pour identifier les déformations de la tête, du poumon ou du placenta. Et en échographie cardiaque, pour identifier la fréquence cardiaque, segmenter les structures cardiaques ou naviguer différentes structures en échographie fétale. En CT, les enjeux principaux sont d'avoir une image qui est peu qualité, qui a peu d'artefacts de stries ou de durcissement de faisceau, tout en réalisant des examens avec une faible dose. Dans cette publication en Radiology, qui comprend 2 algorithmes, soit de reconstruction itérative traditionnelle en haut, versus un algorithme d'apprentissage profond en bas, à partir des mêmes images sources,
on constate que l'image du haut est plutôt bruitée, avec des stries qui sont attribuables au durcissement de faisceau lorsque les NOx traversent les structures osseuses, corps vertébraux ou côtes. On voit aussi la flèche rouge qui est une petite structure qui est plus difficile à délimiter. En bas, à partir des images sources, on a une image qui est nettement moins bruitée, avec un bon contraste entre les vaisseaux et les poumons, et on voit clairement qu'il y a un embranchement de petites branches vasculaires à la périphérie. Donc on voit le bénéfice de cet algorithme de construction à partir de la même dose. En IRM, l'enjeu principal, c'est le long temps d'action des examens. Par exemple, en abdomen, c'est des examens d'une trentaine de minutes ou plus. On voudrait raccourcir le temps d'admission tout en préservant des images de bonne qualité. Donc, chez un patient, on a différents groupes d'images du genou acquises en turbospénico conventionnel. Les patients peuvent bouger un petit peu, avoir des petits frissons, des tremblements, et ça peut propager des artefacts de mouvement, ici dans la direction droite-gauche, dans la direction d'encodage de base. On le voit d'après les pulsations de l'artère fémorale également qui se propagent. On emploie depuis une quinzaine d'années des techniques d'acquisition accélérée en imagerie parallèle qui permettent de réduire le temps d'acquisition, mais les images sont quand même bruitées et peuvent quand même contenir des artefacts de type sense. Les auteurs ici proposent un algorithme d'apprentissage profond appliqué à l'imagerie parallèle pour réduire davantage et presque de moitié le temps d'acquisition. On voit une image qui est nettement moins bruitée. Vous voyez que l'aspect sel et poivre est disparu, et puis tout en permettant de réduire le temps d'acquisition et en appréciant les trabéculations au niveau du fémur. Ce concept-là a été poussé en imagerie cérébrale, donc dans une étude multicentrique. On constate que le facteur d'accélération peut augmenter jusqu'à 10, tout en permettant d'avoir des mesures semblables en termes de volume de tumeur et d'édème cérébral. Je vais présenter rapidement quelques exemples d'applications en radiologie du CHUM. Mon domaine d'intérêt, c'est l'imagerie du foie. On a proposé dans l'EKG un algorithme pour détecter automatiquement le foie, évaluer et grader l'acidité du foie gras. Ce qu'on constate, c'est que la performance soit comparable ou supérieure à celle de radiologues de différents niveaux de formation. Sur ces images, en rouge, on a des cartes qui indiquent les régions d'activation, c'est-à-dire que l'algorithme reconnaît le foie et utilise ces portions-là pour grader la sévérité de stéatose. Mon collègue, Laurent Descourneaux-Bouillon, s'intéresse, dans le cadre de son programme de recherche, à la détection, la segmentation automatique, l'hémorragie intracrânienne. Vous avez ici en rouge une hémorragie intracérébrale, en bleu l'édème, périhématome, et en jaune la détection de saignements intra-auriculaires, avec des volumes correspondants. Il propose d'utiliser ça de façon longitudinale lors de l'arrivée d'un patient à l'hôpital, afin d'évaluer le volume de l'hématome, mais également identifier les caractéristiques qui permettront de prédire l'évolution, soit la progression, la stabilité ou la régression de l'hématome d'un vecteur Dr. Gilles Soulez, cardiologue vasculaire, s'intéresse depuis plusieurs années à l'évaluation des anévrismes de l'artère abdominale. Dans sa publication récente, son équipe a identifié certains paramètres anatomiques, cliniques et les paramètres liés au nombre et à la distribution des classifications qui permettraient de prédire la rupture ou non-rupture des anévrismes de l'artère abdominale. Enfin, en radiologie musculo-squelettique, avec ma collègue Véronique Frère, on évalue un logiciel de détection automatique de fractures, luxation et épanchement articulaire. L'étude vient d'être complétée, elle porte sur 2250 radiographies, et les lecteurs étaient soit des résidents, des fellows ou des radiologues non experts, comparés avec les radiologues, et on utilisait en alternance une semaine sans et une semaine avec le logiciel d'IA. Vous avez ici quelques exemples d'images sources et de détection de fractures subtiles du phalange proximale, une luxation de l'épaule, une fracture de la tête radiale, quand même subtile, accompagnée d'un épanchement articulaire. Ça provient des exemples qu'on a rencontrés au cours des derniers mois. En imagerie mammaire, il y a des logiciels pour évaluer la densité mammaire,
L'idée étant que sur un sein dense, on peut rater des seins, on peut rater des cancers du sein et peuvent nécessiter d'autres modalités d'imagerie de la mammographie. Ce logiciel permet également d'annoter les images et de détecter la présence d'une masse délimitée par des triangles noirs, la présence de calcification identifiée par un astérisque ou d'asymétrie mammaire identifiée par une croix. Donc, un rôle d'augmentation et de second lecteur au travail du radiologue. Cet exemple partagé par Benoît Desjardins en imagerie cardiaque démontre la segmentation automatique des chambres cardiaques de façon à évaluer la fraction d'éjection. Ça permet de sauver un temps considérable en contourage des structures cardiaques. Donc, si je reviens à mon diagramme de technologie Readiness Level, il y a 5 ans, on parlait beaucoup de recherche, de preuves de concept dans les échelles 1, 2, 3. On constate que CHUM, il y a des travaux de recherche portant notamment sur le foie gras, les hémorragies intracrâniennes, des prédictions de rupture de 3A à l'échelle de l'hôpital, mais qui sont en voie de validation dans un cadre multicentrique sur des bases de données d'autres hôpitaux. On participe également à la validation clinique de logiciels commercial pour la détection de fractures, luxations et tranchements sur des radiographies. Et il y a des logiciels qui apparaissent également au niveau commercial. Certains sont intégrés aux appareils même d'imagerie. D'autres peuvent analyser les images disponibles sur le cancer. Est-ce que ces logiciels vont remplacer notre travail? C'est pas convaincu. On n'est pas convaincu encore. Dans cette étude de 2 auteurs qui s'appellent Dupuis, on constate que sur les 440 études analysées, on estime que 2 tiers va améliorer les soins aux patients, mais que dans la moitié des cas, ça va augmenter la charge de travail des humains qui va confirmer si les trouvailles détectées par la machine sont positives ou négatives. Donc, ça va augmenter le sauver du travail ultimement. Donc, en conclusion, l'IA va avoir un impact important en radiologie à différentes étapes de notre travail. On est maintenant au début d'un cycle de déploiement de logiciels qui peut être installé à différents niveaux, soit sur les appareils, dans le PACS ou dans les logiciels de reconnaissance vocale. On parle pour l'instant de tâches plus spécialisées, plutôt qu'une intelligence générale raisonnante. Les algorithmes sont adaptés à différents types de données, que ce soit des images, des vidéos, le texte ou des nombres. Il y a différents scénarios d'utilisation, soit le triage, remplacement de certaines tâches ou augmentation en tant que second lecteur. Et il y a certaines barrières à l'adoption clinique, soit les fossés entre la recherche, le développement et le déploiement commercial. Merci beaucoup pour votre attention. Alors bonjour, je suis bien contente d'être ici aujourd'hui pour venir m'entretenir avec vous peut-être du volet plus humain travailleur. Donc, comme je me disais, je suis professeure au département de l'organisation des humaines. Donc, ce qui me préoccupe, c'est le lien entre la transformation que l'IA apporte dans le travail, puis l'interaction que ça a avec l'expérience du travailleur, donc du point de vue humain, son bien-être, son quotidien, ses interactions avec ses collègues. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire tout d'abord un portrait plus global de on en est où, qu'est-ce qu'on en sait, des effets de l'IA sur les travailleurs, du point de vue humain, du point de vue RH, puis après ça, d'aller faire une incursion un peu plus spécifique de ce qu'on en sait à propos du métier de technologue en radiologie. Pour après ça, peut-être dégager des pistes d'action, des questions qu'on peut se poser pour peut-être se préparer aux changements qui s'en viennent. Donc, ici, peut-être d'abord commencer par un petit clin d'œil à différentes citations, grands titres, choses qui sont nommées, dites dans des publications, dans des journaux depuis plusieurs années déjà. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on dit l'IA arrive, ça va vraiment changer les emplois vont disparaître, ça va avoir une influence importante sur les travailleurs dans leur quotidien. Donc, il y a beaucoup de préoccupations, de craintes qui sont évoquées. On est beaucoup dans l'anticipation, on présume que ça va faire effet sur l'expérience des travailleurs. Donc, avec des situations un peu plus tassantes quand même à l'endroit des
les radiologues de conduite va complètement disparaître, on disait ça en 2010. Parmi les enjeux qui sont évoqués, souvent, on parle du confort, donc la résistance, est-ce que les utilisateurs, les travailleurs vont être confortables d'utiliser ces technologies, est-ce qu'ils vont être résistants, se pose des questions sur les compétences, est-ce qu'on a les compétences nécessaires, il faut s'y préparer, est-ce que ça ne va pas amener une surcharge d'utilisation de la technologie, donc on parle de technostress par exemple. Donc, il y a plusieurs enjeux qui sont évoqués, qui sont nommés dans plusieurs articles. Et en 2022, je m'intéresse à les voir, dans le fond, de toutes ces anticipations-là, qu'est-ce qui est documenté? Et sur plus de 2000 articles qu'on a scannés, dans le fond, on se rendait compte qu'il y en avait moins de 30 qui allaient véritablement auprès des travailleurs, travailleuses, soit leur parler, les sonder par questionnaire pour aller recueillir leur vraie expérience. Est-ce que les tâches ont changé? Est-ce que leur bien-être a changé? Est-ce qu'ils sont menacés? Est-ce qu'ils vivent de la résistance au changement? Donc, on se rend compte que, il y a 2 ans, il y avait quand même quelque chose qui était documenté. Donc, partant de ça, moi j'avais envie, sachant qu'ils vont voir aujourd'hui, d'aller faire une recension sur, avec les technologues en radiologie, qu'est-ce qui s'est fait. Et, sans grande surprise, peut-être avec la diapo précédente, on se rend compte qu'il y a peu d'articles, 15 articles seulement que j'ai recensés, anglais, français, donc dans des bases de données en gestion et à la médecine aussi, qui parlaient de la profession de technologue en lien avec l'IA. Que nous disent ces études-là? Donc, ça va un peu dans tous les sens. Il y en a qui nous parlent de comment ChatGPT, par exemple, est bon ou moins bon pour réussir des examens dans le programme de formation plus technique en radiologie. On parle dans ces articles-là d'effets potentiels de l'IA, donc on est encore dans l'anticipation. Un article parle de la difficulté de mettre à jour des programmes de formation. Un autre parle des compétences qui ne sont pas encore acquises, qui devraient être développées pour faire face aux applications d'IA qui s'en viennent. Puis il y en avait un autre que je trouvais peut-être plus intéressant, donc qui parlait ou décrivait le positionnement de différentes associations canadiennes par rapport à l'IA. Puis il y avait notamment l'Association canadienne des technologues en radiologie qui disait là, il faut changer notre positionnement comme association pour passer une posture plus de on craint, on sent qu'il y a une menace nos travailleurs à une posture de voyons ça comme une opportunité pour valoriser la profession. Et de ces 15, je suis désolée, il y a une partie d'image qui apparaît pas. Mais donc, de ces 15 articles, il y en a 4 seulement qui sont allés sur le terrain, soit rencontrer des technologues ou bien faire un sondage auprès d'eux pour recueillir leur vraie expérience. 2 de ces articles-là mettent de l'avant la résistance et l'ouverture des technologies. Donc, ce qu'on dit dans ces 2 articles-là, les 2 premiers qui sont là, c'est de dire on est davantage enclin comme technologue à voir nos tâches plus simples se faire remplacer. Donc, on dit par exemple l'enregistrement des patients, le triage, toute la gestion pré-imagerie. Donc, ça, il y a vraiment comme une ouverture, puis même une certaine hâte à ce que ça soit implanté, versus les tâches qui sont plus complexes, qui sont plus en lien avec la production de l'analyse d'image. Ce qui fait probablement beaucoup de sens, parce que dans le fond, c'est ce qui est attaché à votre valeur ajoutée, peut-être à l'identité professionnelle de technologue. Un autre article montrait à quel point les technologues percevaient qu'elle allait être rapidement déqualifiée si on implantait l'IA, puis en fait, si on l'implante trop, donc si on décide de mettre en place beaucoup de fonctionnalités. Et puis finalement, une reconnaissance que les changements s'en viennent, les technologues disaient on a besoin de nouvelles compétences, mais on est assez convaincu que notre satisfaction au travail va diminuer. Donc, partant de ça, malheureusement, ce que je suis capable de dire aujourd'hui, c'est qu'on n'en sait pas beaucoup empiriquement, on n'a pas beaucoup documenté les vrais effets. Donc, on est malheureusement encore comme les premières citations qui étaient présentées tantôt, de dire on anticipe, on se dit ça va changer notre travail, on voit les fonctionnalités, on voit les applications qui s'en viennent, mais on n'a pas tant d'exemples concrets de comment les travailleurs vivent ces changements. Donc, ce que j'avais envie de faire, peut-être, c'est de
avec ce chapeau-là de ressources humaines, de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut dégager de ces grandes transformations du travail qu'on anticipe, parce qu'on en connaît du point de vue technologique, ce qui s'en vient comme changement au niveau des tâches du travail, puis essayer de voir comment on peut mieux se préparer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, mon focus, c'est l'interaction entre l'organisation du travail et puis le travailleur et les travailleurs et les travailleuses. Donc, la première chose qui m'intéresse, c'est de voir comment chacune des grandes transformations anticipées, comment on peut les traduire en enjeux RH. Donc, première transformation, qui est probablement celle de laquelle on parle le plus souvent, qui est de dire l'IA amène des nouvelles applications, du nouveau matériel, des nouveaux protocoles, donc ce qui amène un enjeu de compétences. Parmi ces enjeux-là, on doit se familiariser avec l'IA, développer des compétences techniques, numériques, et puis il y a tout l'enjeu de est-ce que nos compétences vont devenir visuelles. Du côté du travailleur, des ressources humaines, comment on peut imaginer se préparer et faire face à ça? Bien évidemment, la première chose, c'est la plus nommée, se former, demander à être formé. Il y en a une deuxième, sur des compétences techniques numériques. Il y en a une deuxième, de laquelle on parle moins, qui est aussi développer des compétences pédagogiques. Parce que ce que ça veut dire aussi, ces changements-là dans les tâches, ça veut dire peut-être d'être autour de table avec des collègues, d'être capable de parler d'IA avec les finissants fraîchement sortis des programmes de formation qui, eux, ont peut-être eu dans leur formation des connaissances requises, des compétences en lien avec l'IA. Donc, être capable d'aller au-delà de comprendre une fonctionnalité, une nouvelle application, un nouveau logiciel, être capable d'en parler plus largement. Deuxième, donc l'IA veut dire aussi dans le travail qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont apportées par l'IA. Ça veut dire que ça change potentiellement les tâches. C'est quoi des enjeux RH au niveau des tâches? Bien, éventuellement, peut-être une intensification du travail. Si on dit que l'IA remplace éventuellement des tâches qui sont plus simples, plus répétitives, qu'est-ce que ça laisse aux travailleurs? Bien, ça laisse des tâches plus exigeantes cognitivement, peut-être plus demandantes. Et à la fin de la journée, ça veut peut-être dire que la journée aurait été plus difficile, plus chargée. C'est ce qu'on appelle l'intensification du travail. Donc ça, c'est une possibilité. Ou l'autre, simplement, que des tâches soient remplacées, qui est un des enjeux qui est l'autre enjeu, le technostress, qui est souvent nommé, si on passe plus de temps en interaction avec les technologies, ça a son lot de stress sur les travailleurs. Potentiellement, une modification du focus de travail, est-ce que ça veut dire qu'au niveau des tâches, on va passer moins de temps, par exemple, dans l'acquisition, traitement des tâches, qu'on va devenir plus un chef d'orchestre du flow de travail, plus d'interaction avec les clients, les patients, les patientes? C'est une possibilité. Et ça veut dire très concrètement, éventuellement, des modifications de description de tâches, de description de poste, une modification du contrat de travail. Comment on peut imaginer se préparer avec ça? Mais premièrement, s'impliquer dans les décisions qui se prennent par rapport au choix des applications qui seront intégrées. Une des questions qui est souvent évoquée dans les articles où on parle de ce qui s'en vient en IA, c'est de dire, est-ce que, comme travailleur, parce qu'une application permet de faire une tâche, on veut s'en prévaloir, on veut la mettre en place, mais on ne veut pas plutôt se réserver aussi, comme travailleur, certaines tâches qu'on juge importantes pour la valeur de notre métier. Discuter de la modification des tâches avec tous les acteurs qui sont en jeu, que ce soit employeurs, ordres, associations professionnelles, syndicats, etc., pour rester engagé. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est de dire si les tâches changent, bien parfait, mais soyons la partie pour en discuter de la façon dont elles changent pour rester avec une perception aussi de contrôle de ce qui se modifie, pour rester engagé, motivé. Et évidemment, documenter ces changements-là pour être capable de faire des bilans, faire des points, réajuster le tir, savoir si ça a des impacts sur le travail de façon positive, mais peut-être potentiellement aussi de façon moins positive. Un troisième aspect, l'IA amène aussi peut-être des interactions nouvelles avec de nouveaux acteurs, qui veut dire des enjeux au niveau des relations. Des relations avec des fournisseurs, des développeurs d'applications, des porteuses de projets, l'IA au sein de l'établissement, des gestionnaires, des équipes multidisciplinaires.
puis aussi des relations peut-être à entretenir aussi avec les établissements de formation pour s'assurer qu'il y a un janvier. Comment on se prépare à ça? On peut développer son leadership, donc être présent, s'engager dans les initiatives quand il y a des lieux pour être représenté comme professeur de technologue en radiologie. Ça veut aussi dire se familiariser avec les enjeux des autres professions. Parce que quand on est autour d'une table, pour que le travail d'équipe, qu'on soit capable d'être une contribution, d'être capable d'être sensibilisé aux enjeux que les autres professions vivent par rapport à eux. S'informer du positionnement des acteurs pour avoir éventuellement une vision commune. Avec les ponts avec les établissements, c'est un niveau. Et le dernier aspect, les changements amènent des nouvelles préoccupations. Qui a potentiellement des enjeux sur le bien-être. Ça, c'est définitivement l'aspect peut-être qui est le plus près de mes préoccupations de travail de recherche. L'IA veut dire anticiper des changements au niveau du travail, donc potentiellement la résistance, potentiellement du stress, d'inconfort peut-être. Parmi les éléments qui sont souvent évoqués dans les articles, c'est dire qu'il y a des enjeux de confidentialité des données en lien avec les applications d'IA. Il y a aussi des enjeux de délit. Est-ce que d'utiliser l'application d'IA reproduit des biais? Donc ça peut contribuer à l'inconfort d'utiliser certaines applications si on se pose des questions par rapport à ces enjeux-là. Et finalement, de façon peut-être plus importante, potentiellement la modification de l'identité professionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si mon travail se transforme éventuellement de façon tellement importante qu'il y a comme une rupture avec la formation initiale dans le technologue que je deviens complètement différent de ce pourquoi j'ai été formée. Est-ce que mon jugement professionnel va être encore nécessaire, utile? Donc, c'est des enjeux qui sont soulevés dans différentes professions. Donc, comment on peut se préparer à ça? Bien, premièrement, tout ce qui est l'anticipation, le changement, partager les préoccupations, d'abord entre technologues. Plus on en parle actuellement, moins les changements paraissent gros, ça rend plus. Ça banalise, mais ça réduit l'importance ou la gravité souvent qu'on associe à un changement qui s'en vient. Aussi, trouver des tribunes pour réaffirmer peut-être les valeurs du métier de radiologue, faire valoir la valeur ajoutée pour être capable de maintenir l'identité professionnelle de qui vous êtes à différents lieux, moments, endroits, s'impliquer dans les décisions, nécessairement, comme je l'évoquais tantôt, dans tout ce qui touche à la définition de vos tâches. On parlait d'enjeux de DI. Ben, si autour d'une table, on parle d'IA puis un projet IA, ben, ça veut dire aussi peut-être amener à la table une représentation diversifiée des technologues, donc s'assurer que vous représentez la diversité de votre propre groupe de technologues quand il y a des discussions à avoir, s'informer des orientations pour se préparer et encore une fois documenter ce qui se passe, les changements qui s'effectuent dans le travail pour être capable de mieux réagir ou revoir le tir si jamais on se rend compte qu'il y a des indicateurs finalement qui ne se maintiennent pas, des impacts sur le stress, le bien-être. Voilà. Donc ça fait le tour. Si j'avais comme à résumer en 3 actions clés, ce serait vraiment autour de se former, s'informer, puis aussi informer les autres, donc peut-être vraiment dans la communication, multiplier les collaborations, puis cultiver le leadership du technologue en radiologie vraiment pour